Qu'on soit des millions à y aller, c'est ce qui a le plus d'impact. Il y a des croyances, mais qui datent de plus de 15 ans, d'une étude qui a été en plus mal interprétée. Donc on est sur des lobbies très puissants qui nous mettent des bâtons dans les roues par rapport aux questions de santé publique. C'est un chemin qui est très personnel et c'est pas grave s'il est pas parfait. Et se dire que je peux y aller progressivement. Dès que t'es dedans et que t'es un peu créatif, tu peux faire énormément de choses. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est possible, le podcast inspirant qui vous aide à croire en vous, vous engager, vous reconnecter avec la nature pour avancer avec sens et confiance. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Mélanie, connue sur les réseaux sous le nom de Mélanie en Véganie. Dans cet épisode vraiment très riche, on va parler de transition alimentaire, de recettes savoureuses, de clichés qui peuvent avoir la peau dure sur l'alimentation végétale, et enfin sur l'importance que peut avoir le véganisme dans notre société aujourd'hui, réchauffement climatique, prise de décision politique controversée. Alors accrochez-vous, c'est un sujet aussi gourmand que passionnant qui vous attend. Merci d'écouter C'est possible, le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et en vidéo sur YouTube accompagné de magnifiques images. Et pour soutenir le podcast, pensez à vous abonner, liker, mettre 5 étoiles et découvrez mes packs vidéo de méditation sur renevierproductiontoutattaché.com. Bonjour Mélanie. Salut, ça va ? Oui, ça va. Merci beaucoup. Je suis infiniment heureux de te recevoir sur ce podcast en tant que... Alors, est-ce que ça te va en tant que peut-être ambassadrice de l'alimentation végétale ? C'est un gros titre, mais on peut y aller. Ça marche. Alors, peut-être pour refaire un petit peu déjà ton parcours, d'où est venue pour toi cette transition ? Alors, d'abord pour nos auditeurs, je vais présenter donc rapidement les grands thèmes de cet échange aujourd'hui. On va parler donc de ton déclic, de la transition, de la polémique depuis tant d'années, et je pense qu'il y en aura encore pour quelques années autour de l'alimentation végétale, entre clichés, peut-être parfois des choses vraies, des choses à répondre peut-être à certains détracteurs, peut-être aussi certaines remises en question par rapport à discours de certaines personnes qui, pavées de bonne intention, finalement peuvent desservir entre guillemets la cause. On va parler de l'écologie et de l'actualité avec une loi qui est passée et qui fait écho, en tout cas, à l'alimentation végétale. Des protéines avec la sortie de ce livre que je recommande déjà, Ultra Protéiné, si vous êtes intéressé par l'alimentation végétale. Du sport, des performances, et enfin, le mot de la fin qui sera un petit peu plus antenne libre. Alors, pour parler maintenant de ton déclic et de ta transition, comment est-ce que ça s'est fait pour toi ? Comment est-ce que tu t'es intéressé à cette alimentation 100% végétale ? Alors moi, je l'ai vécu en plusieurs étapes, je pense. Quand j'étais très jeune et que j'ai fait le lien entre ce qu'on mettait dans mon assiette et le fait que c'était initialement des animaux, ça m'a énormément perturbée. Et je pense que si j'avais pu avoir le bon accompagnement à ce moment-là, j'aurais peut-être été végétarienne dès mes 5-6 ans, quoi. Sauf que par manque de connaissances en nutrition, je pense, mes parents m'ont quand même euh, amené à continuer à consommer de la viande. Et c'est quand je suis partie pour mes études, j'étais au Pays de Galles, à Cardiff. Et en fait, à ce moment-là, ça s'est un peu accéléré parce que je suis tombée à la fois sur les vidéos de L214. En même temps, j'étais un peu maître de mon alimentation. C'est moi qui faisais mes courses, etc. Et en plus, à l'époque, déjà, au Royaume-Uni, au Pays de Galles en tout cas, il y avait beaucoup plus d'options végétales accessibles. Donc même dans la restauration scolaire, donc sur mon campus universitaire, il y avait une option végane quotidienne à la cantine. Et en fait, tout ça cumulé, je me suis dit, bon, ok, là, je me suis face à énormément de violence par rapport aux vidéos de L214, etc. Ça me met vraiment dans un malaise profond. J'essaye d'arrêter la viande pendant 1 ou 2 semaines, on voit ce que ça donne. Et en fait, j'en ai, je crois, jamais remangé à partir de là. Donc, j'ai d'abord arrêté la viande et après, ça a été une transition très progressive, produit après produit. Donc, un an après, j'ai arrêté le poisson, etc., quoi. Ok, oui, donc tu t'es laissé vraiment le temps pour faire ta transition, en fait. Oui, complètement. Mais en fait, j'avais pas pour vocation à la base d'avoir une alimentation 100% végétale. Je voulais simplement arrêter la viande. J'avais pas forcément la même empathie, même par rapport au monde marin au départ. Ok. C'est vraiment un cheminement qui s'est fait progressivement, quoi, finalement.
Ok, par compassion d'abord vis-à-vis des animaux en disant mais voilà ce que je vois aux images montrées par L214 d'animaux dans les abattoirs, des conditions d'élevage, tu t'es dit waouh c'est ça que je mets dans mon assiette quoi. Qu'est-ce que ça t'a fait toi quand tu as parce que en fait on l'a tous vu, je dois dire même moi par exemple je l'avais vu ça à une époque, j'ai pas fait le lien peut-être aussi rapidement que toi et peut-être aussi jeune. Quel déclic est-ce que toi ça t'a fait quand t'as vu ces images et que t'as fait le rapprochement? En fait, pour moi, ça m'a enclenché une énorme colère, en fait, une incompréhension, un Ok, truc un peu de me dire, j'ai l'impression d'ouvrir les yeux. Maintenant, j'ai envie d'ouvrir les yeux de tout le monde. Et c'est pour ça qu'à la base, j'étais un peu, peut-être un peu désagréable et un peu trop piquante, etc. Parce que je n'arrivais pas à comprendre d'être la seule à ouais. me dire, ouais, mais c'est intolérable, en fait. Et donc, quand j'ai compris que les vidéos qu'on voyait, c'était pas juste une petite exception de temps en temps, mais que c'était plutôt globalement assez systémique. J'ai essayé vraiment, voilà, de secouer tout le monde et de leur dire, mais vous vous rendez compte de ce qui se passe, mais c'est affreux, on peut pas continuer, etc. Et en fait, mais tout le monde continuait sans vraiment entendre ce que je racontais. Et donc, c'est aussi ça qui a peut-être été le déclencheur de Mélanie en Véganie, parce que je cherchais une audience, en fait. Je cherchais des gens avec qui je pouvais en parler, qui allaient être d'accord avec moi, et c'est voilà, ça c'est venu un peu comme ça. Donc finalement, c'était bien que je me retrouve un peu seule à ce moment-là parce que c'est ça qui m'a aussi poussée à créer et à essayer d'aller trouver des gens en accord avec moi, quoi. Trop bien. Et est-ce que rapidement, tu as trouvé des gens qui partageaient, on va dire, le même état d'esprit? Ou est-ce que, bon là, on arrive presque déjà à la polémique. C'était quoi le ratio au début et maintenant entre, je sais pas, est-ce qu'on peut parler de haters? Est-ce qu'on peut parler est-ce que tout de suite c'était un public qui était acquis à cette cause? Et ceux que ça intéressait pas à aller voir ailleurs? Comment ça s'est passé? En fait, quand tu te lances sur les réseaux sociaux, tu peux vite avoir un espèce d'entre-soi parce que tu vas suivre que des comptes qui t'intéressent et donc t'es un petit créateur, donc il y a pas grand monde qui va s'intéresser à tes publications, etc. Donc non, moi au départ, pendant très longtemps, c'était juste une petite bulle un peu salvatrice dans laquelle je pouvais partager mes recettes, où je voyais plein d'autres gens qui mangeaient un peu comme moi, qui même me poussaient parce qu'à ce moment-là, bah moi je mangeais encore, enfin j'étais pas du tout sur une alimentation 100% végétale, donc là ça me donnait aussi plein d'inspiration pour aller de plus en plus loin, ça m'a aussi aidé moi-même à grandir dans ce chemin, etc. Et c'est vraiment à partir du moment où tu commences à avoir une sorte d'audience un peu plus grosse, un peu plus importante, que bah finalement il commence à y avoir des détracteurs, mais au départ c'est assez tranquille. Ok. Et ton entourage, pour finir, on va dire, sur ton parcours, ta transition, comment est-ce qu'a réagi ton entourage et comment est-ce qu'ont réagi tes amis lorsque, bah, surtout au début, de ce que je comprends, tu te sembles pointer quelques maladresses, en tout cas dans ta façon de le partager, si j'ai bien compris. Comment est-ce qu'ils ont réagi face à cette transition? Il y a eu pas mal d'incompréhension, je pense, parce que Ok, ben finalement on est sur une norme qui est adoptée par une très grande majorité et finalement j'ai juste choisi le chemin d'à côté et j'étais toute seule sur ce chemin et donc finalement tout le monde te regarde un peu en mode bah pff, ouais, enfin qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Enfin il y avait pas vraiment de j'arrivais pas à créer de lien dans ce mouvement-là, en tout cas auprès de mes proches. Après, j'ai petit à petit, quand mon entourage s'est rendu compte que ça tenait dans la durée, que c'était vraiment sérieux, etc., j'ai senti des adaptations. Et, par exemple, de préparer, quand on fait des repas de famille, préparer quelque chose pour que je puisse manger aussi, etc. Alors ok, à la base, c'était un peu en mode, bah, débrouille-toi. Enfin, donc, il y a eu un ok, shift quand même petit à petit, mais ça part quand même globalement d'une certaine indifférence à incompréhension jusqu'à ok, on comprend ton point, mais on le rejoint pas forcément, quoi. ok, ok. Avant de parler des polémiques et avant de parler de voilà de toutes les objections qui sont faites face à cette alimentation, toi, ça fait combien de temps que tu es végane? En 2017, j'arrête la viande. 2018, j'arrête le poisson. Ça, c'est sûr. Et après, c'est une réduction progressive sur les années, avec des périodes 100% végétales, des périodes où je rebascule un peu sur le végétarisme. Et là, bah, je tiens ma barque, là, je suis bien là. Et du coup, j'ai pas de date à te donner, mais ça fait plusieurs années que je suis voilà, sur cette tendance, en tout cas. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, donc 7 ans après, comment est-ce que tu te sens? J'ai envie de dire à tous les niveaux. Je ne vais volontairement pas préciser à quel niveau, si tu veux, je pourrais te donner quelques pistes. Mais comment est-ce que tu te sens par rapport à cette transition 7 ans après? Mais en fait, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est que c'est le meilleur choix de ma vie parce que à tous les niveaux, ça m'a apporté tellement de choses. J'ai à la fois
trouver mon métier grâce à ce changement de vie parce que ça m'a poussé à créer du contenu pour démocratiser cette manière de consommer qui pour moi est beaucoup plus éthique, écologique, etc. et qui peut tout autant être bonne pour la santé. Donc déjà, ça m'a apporté un métier, ça m'a apporté énormément de rencontres via les réseaux sociaux. J'ai rencontré beaucoup de créateurs, mais aussi d'autres gens qui travaillent dans des marques avec lesquelles je peux collaborer, avec des gens comme toi, voilà, et qui ont créé du contenu en commun, etc. Donc ça, c'est génial. J'ai repris le sport il y a quelques années et je me sens très bien au niveau santé, physiquement, etc. Pour moi, j'arrive à progresser dans les sports que je fais. J'aime beaucoup nager et je me sens progresser d'année en année, etc. Donc pour moi, en fait, j'ai pas de point négatif à pointer, quoi. J'ai que eu du positif avec ce choix. Trop Positif bien. avec ce Et choix. j'imagine aussi beaucoup plus en accord avec tes valeurs, le fait de dire bah tu contribues, on a commencé à l'évoquer, mais voilà, à quelque chose qui quand même peut faire partie de la solution par rapport à beaucoup d'enjeux qu'on a aujourd'hui pour le réchauffement climatique, la souffrance animale, pour ne citer que ces exemples-là. J'imagine que toi, à ce niveau-là, tu te sens peut-être, tu vois, cette espèce de, je sais pas comment on peut dire, quelque chose de spirituel, ou quand tu te sens plus aligné avec des valeurs et quelque chose qui te dépasse un peu, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je vois très bien ce que tu veux dire d'avoir la sensation d'avoir rejoint quelque chose un peu de plus grand que soi, etc. En fait, c'est tellement intégré, ça me paraît tellement naturel maintenant parce que dès que j'ai arrêté de manger de la viande, déjà j'ai eu cette sensation de me dire ah ok, enfin on y est. Enfin, je sais pas comme si ça faisait des années que j'aurais dû passer le cap. Donc effectivement, je le ressens, mais j'y ai même pas pensé tellement ça fait Hmm. partie d'un truc intégré depuis si longtemps, Ok, quoi. bon, très très bien. Euh, Maintenant, pour passer un petit peu aux critiques, quelles sont les critiques que tu entends? Là, j'ai envie de te donner aussi un peu la parole libre. Les critiques que tu entends le plus souvent sur l'alimentation végétale, et après toutes ces années, je pense que tu réponds à peu près toujours à la même chose. Euh, à toi de voir à quoi est-ce que tu souhaites répondre sur un peu les mythes et les fausses croyances sur l'alimentation végétale. Mm. En fait, c'est vrai que ça revient tout le temps aux mêmes thématiques. C'est vraiment les mêmes sujets qui sont abordés par différentes personnes, mais vraiment les mêmes sujets. Euh, et souvent, c'est beaucoup d'idées reçues, de clichés, de croyances ou de faits scientifiques qui ont été démontés depuis. Enfin, euh, il y a Ouais, vraiment beaucoup en fait, de pédagogie à faire parce que les critiques ne sont pas viables, quoi. Comment est-ce qu'on peut les classer? Il va y avoir les critiques déjà sur la nutrition, sur le fait que l'alimentation végétale en fait n'est pas viable parce que il manque des nutriments. Donc on va avoir le fait qu'il y a de la B12. Donc effectivement dans oui. l'alimentation végétale, il y a une vitamine qu'on ne trouve pas, c'est la vitamine B12. Si tu veux, je développe un peu ce sujet, mais pour moi, en fait, c'est un non-sens parce que l'argument qui est avancé, c'est de dire que du coup, l'alimentation végétale n'est pas naturelle parce que il manque cette vitamine. Et que donc, du coup, les humains ne sont pas faits pour manger. Sauf que la B12, elle vient pas de la viande, elle vient de bactéries qui sont présentes à la base dans les cours d'eau, dans les sols, etc., que les animaux ingèrent et ensuite, via nous, notre consommation d'animaux, on ingère également, on ingère la B12 que eux ont synthétisée, voilà. Sauf que Oui, aujourd'hui, c'est des c'est intermédiaires. des intermédiaires. Et avec les méthodes d'élevage d'aujourd'hui, avec les animaux qui sont dans des cages hors sol ou avec les méthodes de production intensive qui utilisent énormément de pesticides, etc., il se trouve que la bactérie, elle est plus forcément dans les sols et les cours d'eau, et Oui. donc les animaux sont eux-mêmes supplémentés. Donc c'est exactement ça, c'est que c'est un intermédiaire. Donc est-ce qu'il vaut pas mieux passer en circuit court et prendre directement la B12 plutôt que d'aller chercher la B12 dans des animaux qui en ont eux-mêmes pris. Et ce thème de l'alimentation naturelle, elle me va pas du tout parce que en fait, on innove dans tous les secteurs et c'est normal d'innover dans l'alimentation. On a beaucoup d'enjeux qui arrivent Hmm. sur la quantité, la qualité, etc. de notre alimentation. Il faut qu'on innove. Et si c'est plus économique, plus efficace, plus simple, plus éthique, etc., de passer par une vitamine, bah, il faut le faire. Et à côté de ça, on a en plus des magasins qui Hmm. débordent de produits qui Hmm. sont pas du tout naturels, des gens qui mangent dans des fast-food régulièrement, et ça, c'est pas naturel non plus, mais ça fait pas débat, tu vois.
Il y a un espèce de deux poids, deux mesures par rapport à l'alimentation naturelle quand ça concerne le végétal, et du coup, ça me convient pas trop. Donc, mais c'est assez dur à expliquer. Surtout qu'il y a une étude, alors il faudrait que je retrouve l'étude que je mettrai sur ce podcast pour être précis, qui indiquait qu'environ 50% de la population française était carencée en B12. Je ne pense pas qu'on soit 50% de Et véganes c'est en ça. France aujourd'hui. Et en fait, j'ai des amis Voilà. qui mangent encore de la viande, mais qui ont des carences en B12 parce que, bah, elles en mangent pas énormément, en fait. Et quand t'as 50% de tes repas qui sont sans viande ou poisson, bah déjà, tu peux te poser la question de te supplémenter en B12 parce qu'on n'a plus assez d'apport. Donc, Hmm. voilà. Mais par exemple, c'est une question comme ça qui vient discréditer l'alimentation végétale alors que c'est un problème beaucoup plus global, comme tu viens de le mentionner. Donc, voilà, il y a des trucs comme ça sur des nutriments très spécifiques. Il y a évidemment les protéines, mais les protéines, on en reparle peut-être après plus en détail, je sais pas. Ouais, tu peux l'évoquer maintenant, hein. On peut faire un petit clin d'œil maintenant. Je crois que les protéines, j'ai fait vraiment le tour du sujet et c'est vraiment l'argument le plus nul contre l'alimentation végétale. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour consommer suffisamment de protéines. En fait, si on essaye d'avoir... Il y a une image que j'ai trouvée récemment que j'aime bien et qui me permet d'expliquer, je trouve, de manière assez imagée comment fonctionne une protéine. Et c'est une usine de reconditionnement de voitures. Alors, restez avec Ok, ok, on vas-y. va faire une métaphore où les voitures, ça représente les protéines. Ok, Et en fait, quand on démonte la voiture et qu'on va dans les pièces détachées et qu'on voit de quoi est composée la voiture, oui, donc les pièces détachées, en fait, dans les protéines, ce sont les acides aminés. tout à fait. Et donc, quand on vient manger une protéine, l'organisme va ensuite la dissoudre, entre guillemets, enfin la séparer dans toutes les petites molécules qui la composent, qui sont les acides aminés. Et donc là, ça va créer ce qu'on appelle un pool d'acides aminés qu'on a ensuite dans notre organisme, qui va Hmm. ensuite le réassembler en fonction de ses besoins. Lui-même va créer une nouvelle protéine à partir des pièces détachées qu'on lui a données. Donc l'image que je Ok, donne, en fait, c'est une voiture qui arrive à l'usine. Telle quelle, elle roule pas en fait. Telle quelle, elle est bon, elle a beau être entière ou avec une pièce manquante ou quoi, elle va pas rouler. Par contre, une fois qu'on a détaché toutes les pièces, qu'on les a stockées quelque part et qu'une fois qu'on a tout ce qu'il nous faut, on réassemble une autre voiture, là ça fonctionne. Et c'est ça en fait notre principe de digestion des protéines, il fonctionne comme ça. ok. Et donc du coup, si on apporte suffisamment de voitures à l'usine, même s'il y en a une ou deux qui ont des pièces détachées en moins, par exemple, il manque une roue ou il manque voilà, un truc comme ça, on va quand même avoir tout ce qu'il faut dans les pièces détachées. Et c'est ça le principe. C'est pas grave. Ouais, En ok. fait, il manque quelques acides aminés dans quelques aliments végétaux. Donc, dans les céréales, par exemple, il y a les légumineuses, il y a un ou deux acides aminés qui sont un peu déficients, on va dire. Et en fait, tant qu'on mange varié et qu'on apporte plein de protéines différentes, toutes les pièces détachées seront là et seront assemblées à la fin dans tous les cas. Donc, il n'y a aucun moyen d'être en carence en protéines. Il n'y a pas de débat. En fait, si je comprends bien, à partir du moment où on a un parc de voitures suffisamment diversifié qui entre, Oui, donc voilà, c'est-à-dire à partir du moment où on a une alimentation variée de façon normale, en fait, il n'y a plus de sujet. Les différentes acides aminés des différents aliments vont se compléter et refaire, on va dire, une alimentation complète et c'est équilibrée. ça. Ok. C'est ça. Incroyable. Alors qu'on s'est focalisé juste sur quelque chose d'isolé en disant, voyez, c'est moins complet que la viande, mais c'est juste isoler quelque chose par rapport à un repas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. En fait, Hmm. ça aurait du sens si tu mangeais que des lentilles pendant un mois. Alors oui, il y Voilà. a un moment donné où tu as des acides aminés qui te feront des... Bon courage, hein. Mais personne ne fait ça, en fait. Tout le monde mange varié, donc Mais bien il n'y a sûr. pas de risque d'être déficient en acides aminés. Il suffit de consommer des sources de protéines végétales variées et tout rentre dans l'ordre. Super. Et j'aime beaucoup aussi, parce que vu qu'on fait là en ce moment le clin d'œil là sur ton livre, il y a ce côté aussi trouver le bon équilibre entre un apport en protéines suffisant. Donc là-dedans, je crois qu'il y a ce qu'il faut, il y a plein de recettes, mais aussi de retrouver aussi, parce que quitte à faire une transition, ça veut dire acheter des nouveaux aliments, ça veut dire une nouvelle façon de cuisiner aussi, autant se faire plaisir, à commencer gustativement. Et je crois que c'était un petit peu peut-être ton cri du cœur, c'était de rendre aussi cette alimentation un peu plus sexy et désirable, en tout cas par rapport aux clichés, parce que je pense que la plupart diront, là je fais une généralité, peut-être je sais pas ce qu'elle vaut, mais en tout cas pour toi ça a été le cas, c'était le cas pour moi aussi, on se met à apprécier de cuisiner et surtout on devient exigeant culinairement parlant, beaucoup plus exigeant qu'avant. Mm.
Et je crois que c'est un petit peu le cri du cœur au niveau de ce livre. Je sais pas si tu veux ajouter un mot par rapport à ce travail que tu as fait, parce que derrière, il y a aussi, je tiens à te signaler, 2 diplômes universitaires que tu as fait pour aller un petit peu plus loin que les connaissances basiques et juste faire des bons petits plats. C'est comment avoir une alimentation équilibrée. Voilà, si tu voulais compléter un petit peu qu'est-ce que les gens peuvent trouver dans ce livre et de façon générale par rapport aux protéines. En fait, de ce que je comprends, protéines, faux Alors, problème, quoi. oui et non. Pour moi, en fait, c'est pas un faux Ok, problème dans le sens où c'est quand même très bien de s'y intéresser. Euh, mais il n'y a pas de danger ou de risque de carence. Mais après, il y a une différence entre ne pas avoir de carence et avoir un apport optimal. Et là, quand on cherche justement à avoir un apport optimal par rapport ok. à son poids, son activité physique, etc., ça se calcule en fonction de chaque individu. Euh, Là, il faut se creuser un petit peu les méninges et il faut quand même aller chercher des aliments un peu stratégiques, etc. Mais il n'y a pas il y a pas de danger, il n'y a pas de risque, en tout cas, ça c'est sûr. Quand on essaye d'aller chercher par exemple 70, 80, 100 grammes de protéines végétales par jour, il faut quand même savoir où est-ce qu'on peut les trouver le plus facilement possible parce qu'il y a quand même aussi cet enjeu de la satiété. Si tu manges 200 grammes de lentilles, t'es plein et t'as plus faim. J'ai développé un peu le concept des protéines végétales stratégiques. Et donc, c'est celles qui vont avoir le meilleur ratio en protéines en ayant d'autres macronutriments comme les glucides et les lipides plus bas. Mais c'est celui qui a vraiment le meilleur ratio en protéines. Et donc, j'ai identifié en fait plusieurs sources. On a évidemment le tofu avec le tempeh, le seitan, certains simili qui peuvent être intéressants, les protéines végétales texturées, etc. Voilà, il y a quand même de quoi faire. Il y a pas mal d'aliments dans lesquels aller piocher. Et après, à côté de ça, j'ai développé aussi l'idée un peu des boosters. Ça serait pas des aliments qu'on va mettre au centre de notre assiette, mais plutôt des aliments qu'on va venir rajouter en complément, à, par exemple de la levure maltée qu'on va mettre sur une salade avec quelques graines de courge et une sauce avec du beurre de cacahuète à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Et en fait, d'un coup, on ajoute 10-15 grammes de protéines à notre assiette alors Hmm. que on n'a pas passé beaucoup plus de temps, ça va pas nous prendre beaucoup plus de satiété, etc. Mais ça vient accélérer un peu le taux de protéines, quoi. La teneur en protéines. Ce Ouais. que j'ai beaucoup apprécié pour finir sur ton livre. D'ailleurs, quand est-ce qu'il est sorti ce livre? C'était en septembre l'année dernière. Ok, donc c'est quand même une sortie assez récente. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que il y a effectivement une partie qui résume là tout ce que tu viens de dire, mais qui est vraiment, alors sans jeu de mots, qui est très digeste. Tu as synthétisé vraiment les informations assez importantes, c'est vraiment très clair. Il y a des petits graphiques aussi qui aident bien. Donc franchement, en une vingtaine de pages, on a fait le tour de la question sur les bases de l'alimentation végétale, débunker un petit peu les faux problèmes, dont le soja. Je sais pas si on va en parler ici, mais le soja avec les fameux... Alors c'est pas les oestrogènes qui contient, qui fait débat, c'était le vieux rapport de 2005 là. J'aime bien, tu remets un peu l'église au milieu du village en disant, mais des fois, il y a des croyances, mais qui datent de plus de 15 ans d'une étude qui a été en plus mal interprétée, qui a été faite sur les animaux, quoi. Donc ça, c'était aussi assez incroyable. Bon, en tout cas, si vous voulez compléter ces connaissances, sincèrement, rien que les 20 premières pages, ça vaut le coup. Et puis après, pour les recettes, je trouve que c'est un super équilibre entre plaisir et puis justement avoir les bons apports tout au long de sa journée. Est-ce que tu aurais un mot de la fin par rapport à ce livre avant de passer au sujet un peu plus épineux de l'environnement et une actualité brûlante à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast? Mais en fait, juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, qu'on avait envie de faire des recettes un peu sympas, etc. Mais je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, en fait. À un moment, dans mon contenu, j'étais très axée sur justement l'environnement, sur peut-être plus même des données sur la santé, essayer de dépioter un peu les études, les machins, etc. Et en fait, les gens, ça les intéresse, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans leur assiette, tu vois? Et je pense que c'est ça, Ouais, quand t'as toute la théorie et que tu commences à l'intégrer et que tu te dis, ok, bon, pourquoi pas sur le principe, mais t'as pas envie d'être frustré dans ton alimentation toute ta vie non plus, et c'est normal, l'alimentation, c'est censé être un plaisir, il y a énormément, c'est lié à énormément de sujets de la vie, que ce soit, les repas de famille, etc. Enfin, il y a plein de moments conviviaux qui en découlent, il y a plein de, enfin voilà, c'est vraiment lié à une identité, à des habitudes, à tout un système de tradition, etc. Et donc c'est important, les recettes, c'est important de se bien dire, sûr. en fait, on peut
changer les ingrédients qu'on utilise, mais retrouver des plats qu'on aimait, tu vois. Pour moi, j'adore les lasagnes depuis toujours. Je mange toujours des lasagnes. Juste à l'intérieur, bah, ma bolognaise, elle est Hmm. végétale, mais ça m'empêche pas de faire un plat qui me fait trop kiffer. Et je pense que c'est un peu ça le sujet. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup basculé sur les recettes par la suite, parce que je crois que c'est comme ça aussi qu'on peut arriver à convaincre les gens d'essayer le végétal en disant, mais en fait, on va pas être frustré, regarde comme ça peut être bon, quoi. Si tu avais une recette comme ça, là, un peu coup de cœur en ce moment, qu'est-ce que tu lui conseillerais sur gustativement et pas trop compliqué à faire? Ben, la recette un peu buzz qui a bien cartonné, c'est le bourguignon en vrai. Ah, ok, trop bien. Trop bien. Un bourguignon avec du sétan. Ok. Et c'est vraiment, tu reprends tous les codes de la cuisine française traditionnelle. Donc on remet les mêmes légumes, les mêmes aromates, etc. Le vin rouge, la Ouais. farine. On essaie de tout remettre pareil. Ouais. Et on utilise du sétan qui est très protéiné. Ouais. On est à quasiment 30 grammes pour 100 grammes. Enfin, c'est vraiment énorme. À la place du bœuf. Et en fait, quand ça mijote 2-3 heures dans du vin rouge, à la fin, ça va quoi, ça fait illusion, c'est pas mal. Super. Donc on recommande le bourguignon, bourguignon vegan. Ok. On arrive à la dernière partie. Euh, je pense que aussi, au-delà d'une créatrice de contenu et de faire ce que tu fais, et tu as trouvé ta vocation, et franchement, je trouve ça vraiment génial. Enfin, il y a aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont en quête de sens, à la fois dans le monde, mais aussi pour eux. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Comment est-ce que je peux être plus utile? Comment est-ce que je peux être aligné? Je trouve que c'est génial, hein, ce que tu as dit en introduction, que ça t'a permis aussi, l'air de rien, sans que tu t'y attendes, à trouver ta voie. On va, si tu es d'accord, j'aimerais aussi t'entendre sur cette actualité un peu brûlante là qui vient de passer. Je pense qu'il nous concerne, la fameuse loi du plomb, qui prévoit la réintroduction, alors encadrée entre guillemets, d'un insecticide de la famille des néonicotinoïdes. Ça a fait énormément débat parce que bah voilà, c'est une substance, un insecticide qui est avéré comme cancérigène. Et donc comment est-ce qu'on peut à la fois dire bah oui, je soutiens la santé, je soutiens l'environnement, et en même temps je permets la réintroduction de cet insecticide. Il y a aussi, je vais élargir un petit peu, voilà, aujourd'hui, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais la consommation de la viande dans les élevages intensifs, c'est responsable, c'est juste des chiffres, de une très grande partie des gaz à effet de serre, pour ne parler que de ça. Là où l'alimentation végétale peut offrir une vraie alternative, et quand on parlait de la consommation de soja, c'est simplement, je crois, moins de 20% qui sont cultivés pour l'alimentation humaine, quand le reste c'est pour l'alimentation intensive. Juste comme ça, tu partages vraiment, j'aimerais juste avoir ton sentiment en tant que, voilà, je pense aussi personne et citoyenne, Mélanie, engagée, concernée par ce qui se passe en France et dans le monde. Qu'est-ce que tu aimerais dire dans ta position? Bah, moi, je suis un peu atterrée de la puissance des lobbies. Parce que en fait, si je dis pas de bêtises, le monsieur Duplomb qui a proposé cette loi est un ancien de la FNSEA. Donc on est sur des lobbies Le fameux syndicat agricole, ouais, hein. donc on est sur des lobbies très puissants qui nous mettent des bâtons dans les roues par rapport aux questions de santé publique, et ça c'est très problématique. Euh, et moi c'est vraiment une question en fait de bon sens et de comment est-ce que à l'heure actuelle on peut encore valoriser le profit à tout prix. Euh, on est Hmm. sur des phases là, Marseille était en feu il y a 2 jours, on se fait des vagues de canicule les unes après les autres. Paris, on a cru que le déluge était tellement important que la ville allait finir sous l'eau. Enfin, et s'il y avait Oui. encore besoin de preuves que on est en train de faire n'importe quoi et de tout dérégler, on est en train de dévivre en fait. Donc j'ai un peu du mal avec les personnes qui se permettent de jouer avec notre avenir comme ça. Les, quand on sait que par exemple l'objectif des 1,5 degrés de Hmm. l'accord de Paris ne sera pas respecté et que c'est déjà trop tard, en fait il y a urgence, tout est en Mhm. train de cramer. Et pour des profits de lobby, etc., on garde le statu quo et pour moi c'est une incompréhension totale. On a des gens qui sont à Hmm. la tête du pays qui sont profondément égoïstes en fait et ça, il faudra les pointer du doigt, il faudra les dénoncer, mais ça sera déjà trop tard en fait, c'est ça le problème. Voilà, c'est juste mon ressenti à l'heure actuelle, mais quand on fait la Hmm. promotion d'augmenter encore les capacités d'élevage intensif sans avoir de contrôle, quand on repropose des méga bassines, etc., et qu'on n'a rien compris aux enjeux actuels et c'est terrible d'avoir Oui. des gens si peu capables à des places de pouvoir aussi importantes. Hmm.
Ok, merci beaucoup pour ton partage, ce cri du cœur. Euh, je pense que j'espère qu'il y aura un tout petit peu d'écho. Je peux que, je sais pas si dans ma position je peux ajouter grand chose de plus, mais je peux que partager ce que tu viens de dire. Surtout que même dans le monde agricole, c'est quand même très controversé. Donc c'est finalement une minorité qui dispose d'influence qui permet de faire pencher la bascule. Donc voilà, même c'est parce qu'on pense aussi aux agriculteurs, évidemment, je comprends les questions de rendement, même pour eux, le réchauffement climatique, c'est terrible. Je pense qu'on est tous dans le même bateau, mais voilà, même pour dire que dans ce monde-là, c'est des décisions qui sont malheureusement très divisées, et c'est eux qui pulvérisent en premier Mm. ces insecticides. Hein. Ils sont aux premières loges, et les explosions de cancer, et enfin, il y en a de plus en plus, donc même chez eux, donc c'est terrible. Pour finir maintenant, sur, on va dire, le mot de la fin. Pour les personnes là qui nous écoutent, je suis sûr qu'il y en a plein. Je sais qu'il y en a plein qui souhaitent justement mettre de plus en plus d'alimentation végétale dans leur assiette. Quel conseil est-ce que tu pourrais leur donner? Et je sais aussi que tu avais un petit peu ce slogan qui est « Il vaut mieux 100 000 personnes imparfaites qui entament une alimentation végétale progressive, d'ailleurs la perfection, il faudrait définir ce que c'est, que 1000 véganes, entre guillemets, parfaits. Euh, J'y joins une deuxième question, c'est si tu avais peut-être un petit reproche à faire. Moi, personnellement, j'en connais pas, mais c'est pour montrer qu'on ouvre aussi le débat. Est-ce que toi, tu connais justement, est-ce que tu aurais peut-être un reproche à faire à des véganes qui ont une position qui peut desservir un petit peu parfois, toi, le discours que tu partages? C'est très orienté comme question quand même. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire, mais en fait, ça arrive très souvent. En fait, c'est un peu complexe parce que on a besoin d'un peu de tout. Je sais pas si tu connais le concept de la fenêtre d'Overton. Je crois que c'est que ça s'appelle comme ça. Et en fait, Non, vas-y. c'est une fenêtre dans laquelle les sujets de société sont acceptés. Là, pour Ok, te donner un exemple très concret qui ne nous arrange pas du tout, par exemple, à la base, l'extrême droite, c'est vraiment bord de la fenêtre. Et là, petit à petit, avec des gens encore plus ok, extrémistes sur ce sujet-là, finalement, Bardella, bon, il a pas l'air si méchant. Et je suis pas, je me dédouane ok, de je ce comprends. propos, hein, Non, non, mais tu vois ce que je veux dire, ça vient ouvrir la fenêtre, en fait. Et donc, l'extrême droite paraît plus sympa. Et, en fait, donc dans je comprends. cet exemple précis, c'est pas du tout à notre avantage. Mais par exemple, quand on a des gens qui font des actions extrêmes liées au véganisme, on peut se dire que ça dessert la cause d'un premier abord. Et en fait, ça vient ouvrir la fenêtre de Burton. Hmm, C'est un peu comme les écolos qui jettent de la soupe sur les tableaux. On se dit, ouais, ils sont extrêmes, ils desservent je la comprends. cause. Mais en fait, on n'a jamais autant parlé d'écologie dans les médias que quand il y a eu ces actions-là. Donc c'est très, tu vois, c'est vraiment sur la ligne entre, je trouve Je effectivement qu'il y a comprends. des gens qui sont trop agressifs, trop impatients. Et en même temps, je comprends parce que quand on a la sensibilité par rapport aux animaux, etc., des fois on se rend compte qu'il y a des injustices en cours qui sont énormes et que ça puisse venir te toucher dans ta chair profondément et te faire du mal et que tu as envie de secouer le monde et tout, je comprends. Mais je pense que c'est Je avec comprends. plus de pédagogie et Je de comprends aussi. patience, même si c'est dur, que on va réussir à motiver un maximum de personnes. Donc effectivement, je trouve qu'il y a des gens qui sont un peu extrêmes dans leur Hmm. manière de faire d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue plus global, c'est quand même bien qu'ils soient là. Tu vois ce que je veux dire? C'était juste peut-être pour remettre un peu en perspective tous ces arguments sur voilà sur ce qu'on appelle de l'extrémisme. Sincèrement, j'essaie encore de définir ce mot. Tu sais, c'est quelque chose qu'on m'a dit aussi, mais le simple fait d'être vegan, des fois, on peut te qualifier d'extrémiste. Je sais pas si ça nécessite de faire des fois une analyse sur le poids des mots. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Je pense que c'est bien là. Tu viens de remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit. Bah, en fait, le mot extrême, je crois que ça vient du mot racine, ça veut dire vraiment aller à la racine de quelque chose. Euh, et pour moi, en fait, enfin, qu'on parle de véganisme ou d'alimentation végétale, peu importe, d'aller à l'extrême de ça, souvent c'est motivé par une extrême quoi, une extrême empathie, une extrême volonté de mieux faire les choses, une extrême capacité à renier son propre plaisir pour essayer de, enfin, donc pour moi, il y a extrême et extrême, tu vois, mais il y a aussi une bonne chose à aller dans certains extrêmes. Donc c'est pas forcément un terme qui doit être vu de manière négative, quoi. Très clair. Super.
Et pour des personnes justement, alors pour revenir à ma première question et puis pour finir un petit peu plus en Oui. douceur, parce qu'en fait c'est ton credo justement, c'est vaut mieux 100 000 personnes imparfaites. Et encore une fois, je pense que ça peut être un frein à certaines personnes, c'est qui n'osent peut-être pas commencer, c'est cette fameuse culpabilité, c'est de se juger tout de suite en disant soit je fais tout bien, tout comme il faut, parfaitement, d'ailleurs je ne sais pas qui, j'en ai encore jamais rencontré, soit je ne fais rien, tu vois. Et il peut y avoir un peu ce blocage, des fois on est pavé de bonnes intentions, je pense qu'il y a beaucoup de ressorts psychologiques derrière qui nous empêchent de passer à l'action. Donc que ce soit des conseils pratico-pratiques ou psychologiques, qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les personnes, sincèrement, qui nous écoutent, et je le sais, qui sont désireuses d'en faire un petit peu plus, surtout après tout ce qu'on vient de dire. Euh, Bah, je suis d'accord avec toi déjà par rapport à ce que tu viens de dire, que la perfection parfois ça peut bloquer l'action et que bah, par exemple je suis un exemple incarné du fait qu'il n'y a pas besoin d'être parfait tout de suite puisque moi il m'a fallu des années avant d'arriver à un endroit où je me sens stable dans mon alimentation végétale. Ça a été avec des hauts et des bas, etc. Donc pour moi c'est ok de prendre son temps tant qu'on est dans la bonne direction. Il y a aussi ouais cette espèce du ouais, je sais pas, un peu la peur de se faire attaquer, bah, un peu ce truc de t'es écolo mais t'as un iPhone. Donc si tu vois, si tu commences à dire ouais, je suis végé et en fait à l'apéro, tu tapes dans une rillette de thon, tout le monde va te juger. Donc enfin, tu vois ce que je veux dire? Et Hmm, peut-être bien t'as pas sûr, envie de te mettre une étiquette pour pas avoir des représailles derrière. Donc ça, je peux l'entendre tout à fait, mais faut arriver à s'en détacher au maximum. C'est un chemin qui est très personnel et très enfin, individuel et c'est pas grave s'il est pas parfait. Et pour moi, il faut, voilà, comme tu as dit, qu'on soit bien sûr. des millions à y aller. Et même si bah, c'est que de se dire déjà, j'arrête la viande rouge, déjà, premier point, du écologique, c'est ce qui a le plus d'impact. Donc si tu es incapable de renoncer au poulet du dimanche chez ta grand-mère, mais que tout le reste est capable d'arrêter, bah arrête tout le reste. Tu vois, déjà, ça aura un énorme impact. Et donc, c'est peut-être aussi se faire des premiers challenges, entre guillemets, comme moi, où je me suis dit, pendant 2 semaines, je vais manger végé, on va voir ce que ça donne. Et en fait, j'ai trop kiffé, j'ai continué. Et, et voilà, donc je pense que déjà, se dire que je peux y aller progressivement, ça peut être un premier déclic. Aller chercher enfin, de nouvelles manières de manger, d'intégrer de nouveaux aliments, plutôt que de se dire je vais me priver de quelque chose. Tu vois, c'est vraiment essayer d'avoir un mindset, de se dire je vais mettre plus de protéines végétales, je vais mettre plus de légumineuses. En France, je crois qu'il y a 9 ou 8 Français sur 10 qui mangent pas assez de légumineuses. Donc déjà se dire, bah, je réintègre plus de lentilles, de pois chiches, de haricots rouges, de pois cassés, de tu vois, tous ces aliments qu'on n'utilise pas trop en France. À se dire, vas-y, je vais essayer de faire plein de recettes avec ça. Et se dire, en fait, je vais ajouter du végétal jusqu'à ce qu'en fait, les produits animaux bah, prennent moins de place naturellement, tu vois. Je le vois plus comme une manière de se dire, on est dans une abondance de végétal plutôt qu'on est dans une restriction de produits animaux. Oui, je comprends. La privation. Tu vois ce que je veux Oui, tout à dire? Je fait. sais pas si je suis claire. Très Mais clair. voilà, j'aime bien ce mindset de se dire j'ajoute plutôt que j'enlève parce que c'est plus Hmm. dur d'enlever que d'ajouter. Ah bah c'est le premier truc qui revient, c'est mais du coup tu manges quoi? Enfin je pense que ça tu as dû l'entendre plein de fois. Hein. Tu sais Ouais. bah voilà parce que c'est vrai qu'aussi il y a ce côté même dans la façon de dire je mange. Alors je suis pas là pour dire comment on devrait changer les formulations, mais c'est vrai que je mange plus de viande. Ah bah du coup mais tu manges Mm. quoi? Enfin tu vois tu manges que de la salade tu vois. Et alors qu'en fait non tu l'as bien dit. De plus en plus aujourd'hui il y a plein d'innovations surtout qui arrivent en France. Je pense que dans n'importe quel magasin bio. Est-ce que, tiens d'ailleurs, c'est mes deux petites questions bonus, un peu recommandations. Si tu avais des produits, on va dire, allez, faciles, de type simili viande, simili ou aiguillette ou ce que tu veux, est-ce que tu, je sais pas si tu peux le faire dans ta position, est-ce que tu as une marque à recommander et est-ce que tu as des magasins ou des endroits où c'est un peu plus facile de se procurer des aliments de bonne qualité vegan? Je viens de me faire 2 tranches de jambon la vie à midi, Ok, déjà. c'est fait. Je connais, je recommande aussi. Donc Et ouais, ça, on déjà, peut les trouver dans les grands supermarchés. ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que la plupart des simili sont vraiment disponibles en grande surface, dans toutes les chaînes de distribution, que ce soit Monoprix, Carrefour, Auchan, peu importe. Il y a des rayons frais à côté des Nuki en général. Et et il y a vraiment des gammes qui sont de plus en plus larges et des produits qui sont de plus en plus convaincants, avec souvent des compositions qui restent quand même très propres, avec des listes d'ingrédients courtes Oui, et pas d'additifs ou très peu. Enfin, ça reste pas du tout mauvais pour la santé en fait. Ça peut être vraiment un aliment à intégrer assez simplement dans son alimentation sans ok, problématique. ok, super.
Ah, Donc on repère le rayon Knacky, on va voir, on regarde ensuite la liste des ingrédients et le plus court possible c'est et le mieux c'est. oui, après, c'est pas une vérité absolue de dire une liste courte, c'est génial, mais ça permet quand même Hmm. de voir rapidement tous les ingrédients qu'il y a, et si on les connaît, il y a pas de, enfin, tu vois, c'est simple, il y a pas besoin de se prendre la tête par rapport à ça. Pas de sujet. Euh, Ok. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui va être alternative, un peu type émincé, tu vois, type poulet, mais version végétale, parce que bah, super rapport en protéines, très peu d'ingrédients, c'est très simple à cuisiner. Tu sors ta barquette, tu cuis ça enfin, c'est les mêmes habitudes en fait alimentaires. Pour le coup, c'est vraiment très simple à utiliser. Et après, on peut aussi envisager de un peu créer entre guillemets ses propres simili avec d'autres aliments un peu plus bruts comme les protéines végétales texturées ou le sétan par exemple. Et ça peut aussi bah, Oui, déjà permettre de réduire les coûts parce que les simili ça coûte quand même très cher. Donc pour moi j'en intègre dans mon alimentation plusieurs fois par bien sûr. semaine, mais j'aime bien aussi être sur quelque chose de beaucoup plus brut. Donc soit par exemple on peut cuisiner du tofu un peu façon œuf brouillé en faisant bah, du tofu brouillé. On peut prendre des protéines végétales texturées et faire je sais pas, il y a une recette dans mon livre avec ça, un peu type plat asiatique sauté aux légumes, etc. Le porc au caramel, tu vois, ça peut bien fonctionner. Ok, Le waouh, sétan, trop tu bien. peux en faire. La dernière fois, je l'ai coupé à la Ouais, mandoline et j'en ai fait une espèce de viande de kebab un peu, tu vois. Enfin, il y a énormément. Dès que t'es dedans et que t'es un peu créatif, tu peux faire énormément de choses, quoi. trop bien. Donc finalement ça ouvre à plein de créativité, si je comprends bien. Ouais, 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 carrément. super. Merci beaucoup Mélanie. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou pas à dire à tous ceux qui nous écoutent? Bah, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Moi, je suis toujours dispo sur Instagram. J'essaye de répondre à un maximum de personnes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi essayer de m'envoyer un message. Normalement, je réponds. Donc, voilà, Super. n'hésitez pas. Donc le Instagram, on l'affichera, c'est Mélanie en Véganie. Et tu as démarré aussi il y a pas longtemps est-ce que ta chaîne YouTube, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'il y a un site internet ou on reste sur On peut Instagram? parler de YouTube, ça va me motiver à poster un peu plus parce que c'est au point mort. Mais c'est dans les projets toujours. Donc, allons-y. Ça marche. Et ton livre pour finir, Mélanie en Véganie ultra protéinée aux éditions La Plage, où est-ce qu'on peut se le Il procurer? est dispo. Soit vous demandez à vos librairies, c'est toujours le mieux. Sinon, sur tous les sites de la Fnac, etc., Ouais, il est disponible. super. Merci infiniment encore d'avoir partagé avec nous toutes ces connaissances, Mélanie. Merci à toi, Loïc. Alors merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment que la conversation vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire, à liker et à activer, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour recevoir directement les prochains épisodes dans votre boîte mail. Si vous écoutez ce podcast en audio, je vous invite aussi à mettre 5 étoiles, à vous abonner, ça m'aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Et si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à découvrir les packs vidéo de méditation sur renevierproduction.com, RENEVIER production au pluriel.com, tout attaché. Les packs vidéo de méditation que j'ai réalisés, j'ai filmé Bruno Lallemand lors de plusieurs stages de méditation avec lui et j'en ai fait des packs vidéo pour vous offrir vraiment une expérience à vivre depuis chez vous, de retour à vous-même, de paix, de sérénité. Vous allez voir, c'est absolument sublime, il y a des images incroyables, des musiques. Vous allez retrouver donc la paix, la sérénité et le tout en vivant une expérience absolument incroyable depuis chez vous, retrouver du sens. Il y a des sujets vraiment profonds qui sont abordés, le sens de la vie, la confiance en soi, les difficultés, la mort. Vous allez voir, c'est vraiment très riche, donc rendez-vous sur renevierproduction.com. Voilà, encore un immense merci à mon invité du jour, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est possible.